a déjà bien sûr Albino qui se connecte, ça m'étonne pas, il est partout tout le temps. Là, Julie aussi. Je vais regarder. Donc on va aller se mettre également en direct sur Decathlon Lutz, un fief qui te connaît. Salut Matt, Albi. Alors. Salut Albi. Donc là, on est bon, on a lancé tout ça. On va attendre que les gens se connectent un petit peu. On va attendre quelques minutes. On a déjà quelques personnes là. On va attendre encore quelques minutes. Allez, on est pas mal. Je regarde. Voilà. Les étoiles, c'est bon. Le stream, l'affichage, les commentaires, tout est en route. Voilà. Bon. Allez, on se dit encore une minute là. Connectez-vous. Pas de problème. Les gens qui sont dans l'événement, je pense qu'ils vont recevoir la petite notification. Bon, à 16h, on se dit qu'il n'y a pas énormément de monde qui vont pouvoir se libérer entre les obligations professionnelles et puis les séances de sport d'après boulot. Donc voilà, là ça se connecte, c'est cool. Exercice nouveau également pour nous. Donc c'est bien, on s'est isolé dans notre petite salle. On a 3 mètres de distance entre nous deux, Mathieu. On est dans un milieu intime, tranquillement, insonorisé, au calme. On va pouvoir commencer tranquillement. On a Wael qui se connecte, on a Martin. Salut Ben et Matt. C'est vrai qu'on en connaît du monde. Salut tout le monde. Sur le PIO. On a Jay. Vous avez une image? Bah oui, on a une image. Ça marche pour tout le monde. Vous nous entendez? Salut Matt, Albino. T'as lancé le live? Ouais, j'ai lancé tranquillement. J'attends que les gens se connectent un maximum. Tu vois, ça bouge. On a 25 personnes là déjà. On a Flowfly. Coucou. On a Well qui nous demande déjà ce que tu as comme montre. Faut déjà que tu prépares les réponses. On a Sandrine, bienvenue à tous. On est à 29 personnes là, ça se connecte. Sandrine, Dragmous. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions comme on a pu vous le demander, on va commencer à aller dans 30 secondes, une minute. Moi j'en ai prévu quelques-unes. On est avec Matt, on a la chance d'avoir un peu de temps devant nous, on est au calme. Matt face à la caméra. C'est un grand jour. Quel plaisir de le recevoir. Donc en direct, 33 personnes qui se connectent. Donc moi bien sûr je vais commencer par les questions classiques de présentation pour ceux quand même qui ne te connaissent pas. J'en lancerai quelques-unes les questions parce que en tant que runner j'ai envie de connaître encore quelques petites choses de toi. Et les autres, je vais lire ce que vous écrivez. Je regarde un peu. Donc on ne voit pas Binge, donc c'est volontaire, Wael, c'est volontaire. Moi je me cache, j'ai la chance de pouvoir être caché, de regarder un peu les commentaires, d'interagir avec vous. Et surtout ça permet à Mathieu d'être tranquille et à distance surtout. Et de pouvoir voir le voir dans son intégralité, parce que c'est bien le but du live. D'avoir un peu de contact sans être avec lui. En tout cas pas à proximité. On a 41 personnes, 42 personnes, là ça se connecte là. Donc je compte sur vous pour partager, etc. Les runners. Je pense qu'on a fait une com assez en dernière minute, assez tardive, donc il y en a encore pas mal qui ne sont pas au courant qu'on est en live. Bon écoute, c'est parti Matt, c'est bon pour toi? Eh ben impeccable. Frais, on va parler assez fort. Écoute, je vais te demander bien sûr de te présenter pour ceux qui ne connaissent pas. Donc savoir un petit peu, ça fait combien d'années donc déjà que tu fais du sport, donc retracer un peu quand même ton histoire au final depuis ton jeune âge. Et les disciplines éventuellement également, que ce soit multisport ou running. Donc si tu peux m'en dire un peu plus. D'accord. Bah déjà bonjour à tous, ceux qui nous suivent et merci d'être présents. On a vu que l'événement avait réuni du monde et donc on sait qu'on est sur un créneau un peu particulier, mais voilà, le replay fonctionnera aussi pour ça. Merci de l'invitation à Binge et à Decat, ça fait plaisir. Donc pour répondre à ces premières questions, une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi c'est donc Mathieu Gandolfi, j'ai 37 ans, je suis prof de PS au collège de Lexy, ça va faire 15 ans que j'enseigne, je suis passé par la région parisienne, la ville de Reims puis ensuite Longwy. Et je suis également maintenant coach sportif depuis 3 ans. J'ai créé une petite entreprise pour vraiment transmettre ma passion et puis aussi avoir une complémentarité avec mon boulot de prof de PS où je suis plus sur le pôle éducation et un peu plus un pôle élitiste, transmission de ma passion avec le coaching. Au niveau du sport, j'ai toujours adoré ça. D'ailleurs, j'en ai voulu faire mon métier très tôt, dès le collège.
J'ai toujours été sur une pluralité d'activités quand j'étais au collège, un peu ce que j'aime dire à mes élèves, d'essayer de toucher un peu à tout pour vraiment se découvrir et voir dans quel sport on se sent le mieux. Donc je suis passé par les sports de raquettes, le VTT, le ski, avant d'arriver sur la course à pied un peu plus au lycée où j'ai commencé à avoir quelques aisances et facultés, notamment lors des petits cross-country. Ensuite, j'ai été m'inscrire dans un club, donc à l'époque dans les Vosges, parce que je suis d'origine des Vosges, hein, près d'Épinal, un petit village à Feilly exactement, juste à côté. Donc j'avais signé à la RESDA, et c'est là que j'ai pris goût vraiment à l'athlétisme, à cette école rigoureuse et en même temps de goût de l'effort. Ça m'a beaucoup plu, mais toujours en complémentarité. J'étais sur un sport de raquette, donc je faisais du tennis en compétition. Et bah voilà, très tardivement, je me suis mis à me spécialiser uniquement dans la course à pied. Après la fac, après le concours, une fois que j'ai eu le concours de prof de PS, j'ai commencé, une fois que je suis arrivé dans le PIO, à passer de 2 séances semaine à 4, 5, 6, puis aujourd'hui, vraiment une passion à plein temps et c'est vraiment ma pratique numéro un. Donc voilà un petit peu pour la présentation rapide. Donc actuellement, une activité de coaching, tu as combien d'athlètes actuellement dans le team? Ah bah c'est vrai que je m'attendais pas à un tel succès. C'est vraiment un plaisir fou d'avoir pu créer cette entreprise et puis transmettre sa passion. Donc je propose plusieurs formules sur la formule à l'année. Donc l'intégration de ma petite team où je suis mes athlètes en leur envoyant des plans personnalisés, en faisant des sorties en commun. Là, je suis sur 45 athlètes cette année. Okay. Donc c'est vrai que c'est un beau boulot et un bel investissement, mais c'est vraiment que du bonheur de pouvoir challenger et avoir des petits objectifs pour chacun. Quand tu disciplines étant jeune, donc le cross, tu avais déjà quelques références à nous donner, on va dire, qui ont commencé à marquer un peu certains esprits peut-être d'entraîneur ou quoi que ce soit? Alors non, j'avais un bon niveau, mais voilà, je n'avais pas encore cette rigueur de m'entraîner quotidiennement. Donc moi j'avais quand même fait un titre de champion de Lorraine de cross quand j'étais en cadet. Okay. Voilà, et puis après 10 km route, quand j'étais en junior, j'étais passé sous la barre des 33, donc rien d'affolant, mais je commençais vraiment à trouver du plaisir et à me rapprocher un petit peu plus du pôle compétition. Ok. Est-ce que sur le coaching, tu proposes, il y a Koel qui nous pose la question, est-ce que tu proposes des cours en ligne, par exemple, ceux qui sont à distance actuellement, tu en as quelques-uns à distance, des athlètes que tu suis? Oui, alors j'ai pas mal. Voilà, alors je fonctionne beaucoup sur le plan d'entraînement, moi personnalisé, c'est vraiment ce que j'aime bien développer. Avec, alors c'est pas j'envoie un plan, il n'y a plus personne, hein, parce que c'est un petit peu aussi ce qu'on me demande. Qu'est-ce que tu entends par personnalisé? C'est voilà, je vous envoie un plan, on se voit si on peut en présentiel, mais pour ceux qui sont à distance, on s'appelle. Je note tout ce que vous souhaitez, sur quel jour idéalement vous voulez vous entraîner, quel objectif précis vous voulez faire. Puis à partir de là, je leur propose un entraînement personnalisé avec les jours convenus. J'aime bien rajouter des petits circuits de renforcement musculaire, des petites fiches diététiques et pratiques. Et puis surtout, c'est ça mon gros du travail, c'est une transparence, ne pas hésiter à communiquer via Messenger sur leur retour de séance. Est-ce que je peux observer cette séance-là? Ou ah bah tiens, je vois que par exemple en fractionné court j'ai un petit peu de mal, est-ce que tu pourrais m'en remettre un peu plus? Donc vraiment cette interaction avec eux. Donc c'est vraiment comme ça que j'agis principalement. Et puis là pendant le confinement, donc pour répondre à l'internaute, j'ai fait des petites visios sur Zoom, Zoom. Des séances de PPG par exemple. Voilà, je trouve ça sympa, ça se développe beaucoup aussi. Oui. Donc j'en ai fait quelques séances avec eux. Ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Question très générale, mais qui va être notre clé d'entrée sur la visio, sur le live, c'est est-ce que tu t'es déjà blessé durant toute cette carrière depuis ton plus jeune âge? Oui, alors, c'est vrai que l'accroche vendait du rêve, performeur sans se blesser. Alors attention, c'est entre guillemets, c'était un petit peu notre accroche aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai pas de recette miracle pour pas se blesser. On va justement en parler, c'est le but du jour. Mais bien évidemment, malheureusement, je me suis déjà blessé dans le passé. Alors, quelques petites blessures à la fac, une fracture de fatigue donc sur le péroné. À la fac, c'est ça? À la fac, ouais. Donc quand je faisais du 3000 steeple à l'époque, en sortie de barrière, une petite fracture de fatigue qui m'a bien pénalisé. Et un peu plus récemment, il y a 4 ans, une fissure du tendon d'Achille. Par le biais de mes entraînements un peu spécifiques kilomètre vertical où j'ai beaucoup sollicité
toute la face postérieure du triceps et donc je me suis fissuré le tendon. Ok. Et depuis, c'est vrai que je touche du bois, et on en parlera. J'ai changé un peu mes méthodes d'entraînement. Ouais, c'est ça qui J'ai appris d'être un peu plus à l'écoute de mon corps aussi, on va en parler. Donc voilà, dernièrement, pas de grosses blessures. Ces dernières années, globalement, tu as quand même à sans faute sur les blessures. Voilà, c'est ça. C'est quand même ce C'est qui ça. interpelle Ouais, positivement. tout à fait. Donc c'est ce qui moi m'intéresse, qui va nous intéresser. Quels sont les signes évocateurs? Donc j'imagine que, comme on dit des fois, sur une séance, ça peut chatouiller un peu. Hein. Ouais. Clairement, quels sont les signes de façon concrète? Quels sont les signes évocateurs aujourd'hui d'une potentielle blessure qui pourrait arriver justement? Voilà, ta question est vraiment intéressante parce que c'est ça qu'on doit vraiment en tant qu'athlète, cette introspection, là, connaître son corps. Et c'est ça que je vais vraiment insister aujourd'hui dans le live, c'est d'apprendre à se connaître. On ne peut pas vous donner de recettes suite à notre interview là, de se dire il va falloir appliquer à la lettre ce qu'il dit. C'est non, en fait c'est apprendre à vraiment se connaître et écouter les petits signaux que nous envoie notre corps. Donc c'est quoi des signaux évocateurs? Ça va être des petites pointes au tendon rotulien ou tendon d'Achille le matin au réveil qui est un petit peu douloureux, ou toute la bandelette iliotibiale un petit peu irritée, ou alors mal au niveau du périoste. C'est plutôt le matin, justement, c'est le matin à la Ouais, fraîche? souvent le matin à la fraîche, quand on pose le pied. Ok. Ça, c'est quand il y a eu les tendons, les ligaments qui ont été beaucoup reposés. Si par contre, pendant ta séance, tu commences à avoir une petite pointe derrière les ischios, ou alors ce qui peut éventuellement suggérer une éventuelle contracture qui peut se transformer notamment en élongation, voire en claquage. Donc là, il faut être vachement à l'écoute, ne pas hésiter à arrêter la séance, pas forcer dessus. Ça, c'est tout des questions de principe, mais il y en a souvent, hein, on est un petit peu bourricot, on veut se dire, allez, c'est juste une pointe, je continue, puis finalement, cette pointe, elle va grandir, grandir. C'est déjà arrivé de stopper une séance d'intensité, par exemple, tu as, je sais pas, 10 fois 400 à faire, qu'est-ce que tu fais à 5e 400, ça pique, tu ressens quelque chose. Ouais, ça tu ressens. Complètement, tu réadaptes, qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète? Tu essayes, hein, tu sens que tu commences à avoir une petite pointe aux ischios, donc sur les 400, c'est que ça tire beaucoup, hein, toute la chaîne postérieure ou une petite pointe au quadriceps. Voilà, on s'arrête, on essaye de retrotter un petit peu, pas de douleur en trottinant, je vais rester sur des footings jusqu'à la fin de la semaine, par exemple. Je prends aucun risque. Carrément, quoi. Et vraiment. Et le soir, si la petite pointe revient, je vais te donner aussi des petites méthodes qui me sont chères par rapport à la prévention. D'accord. Donc première chose, à peine ça chatouille, que ça soit le matin à la fraîche ou pendant la séance. Tu dirais que c'est kiff-kiff, en général c'est plutôt à la fraîche ou plutôt pendant la séance quand on a ça dépend de la pathologie. Hein. Okay. Ça dépend vraiment de la pathologie. Tout ce qui est tendineux, ligamentaire, je dirais que c'est plutôt à la fraîche une fois que la séance est faite. Et tout ce qui va être musculaire, ça va être vraiment pendant la séance que tu vas avoir ce ressenti-là. D'accord. Donc aucune intensité clairement possible tant que ça chatouille sérieusement. Ah non, tu vas vraiment empirer les choses. Et après tu te retrouves, au lieu d'avoir 2-3 jours à faire du footing ou un peu de home trainer, tu vas te retrouver avec 3 semaines d'arrêt. D'accord, ça serait dommage, quoi. Ok, donc ça c'est la première chose, je crois, qui n'est pas toujours respectée, surtout quand on est coaché, quand on a un plan d'entraînement. Bon, normalement le coach il nous dit pas de souci, il adapte le plan d'entraînement, j'imagine. Tout à fait. Mais pour ceux qui suivent justement du coaching en autonomie, c'est peut-être la limite justement, c'est de savoir s'arrêter absolument. C'est ce que je leur explique toujours, et c'est ma phrase en fin de chaque plan d'entraînement, ceux qui me connaissent et puis qui ont affaire à moi. Et ça, je marque toujours, c'est la partie théorique. Ce n'est qu'une trame, c'est qu'un fil rouge pour les emmener là où ils veulent aller, mais qui doivent être à l'écoute de leur corps, de leurs sensations, de leur fatigue aussi. On peut être fatigué après une grosse journée de travail. On va pas aller forcer, faire sa séance, on va la décaler ou on va m'appeler pour l'adapter. Donc ça, c'est super important. Il y avait un entraîneur qui disait ça, c'était Daniel Prévost, sur la préparation mentale. Il disait toujours... le plan d'entraînement doit rester théorique, et en fait le meilleur plan d'entraînement c'est celui où on va donner beaucoup de coups de gomme dessus. Et je trouvais ça vraiment juste, quoi. C'est hop, je donne un coup de gomme, tiens j'adapte, c'est pas le coach a dit de faire ça, on doit faire ça. Et ça, souvent il y en a, ils sont trop carrés, et c'est là que j'aime bien leur laisser cette petite part d'autonomie pour qu'ils apprennent à se connaître. Donc c'est ça peut être un vrai, ça marche comme on aime dire, pour limiter les blessures. C'est vrai que des fois de mettre même des footings tous les jours pendant quelques jours, on perd pas tant que ça, quoi. Non, on perd pas tant que ça, et puis on va s'éviter des blessures. Fini, notre objectif marathon ou semi, et c'est mort. Tout à fait. Et des fois on a une belle surprise le jour J en plus. On a une belle surprise, et puis on va se dire, purée, j'avais des 400 à faire, je les ai pas faites. Même moralement, on va se miner, alors que c'est notre corps qui nous a donné des signaux, on adapte, et puis on revient plus fort.
Du coup, moi j'ai une question, on va en parler, on voulait parler de repos, etc. Comment tu te reposes, toi? Combien d'heures tu dors par nuit, par exemple? Ouais, bah alors ça c'est vraiment primordial, hein. Ouais. C'est vraiment pour moi, il y a trois choses principales, on en parlera. Vas-y. C'est le sommeil, Mm. c'est l'hygiène bucco-dentaire. Ah oui? Ça je vais vraiment y parler Ok. parce que c'est, Mm. il y en a plein qui le négligent. Mm. Et puis l'alimentation, Ok. qui sont pour moi les trois. Et dans l'ordre, si tu devais dans franchement l'ordre, ouais, choisir, bah, même si choi- c'est pas une question. choisi, ouais, bah, Ouais. je dirais sommeil. C'est sommeil. Sommeil, c'est incroyable. Ok. Le corps, avec tout ce que vous lui faites endurer, on Mm. crée des micro-lésions, même au niveau de la surcharge mentale, on sait que le système nerveux central est beaucoup sollicité, donc il faut lui laisser du repos. Mm. Et le sommeil, on parle de sommeil réparateur, il faut au moins 8 heures de sommeil. Mm. Et il y en a trop peu qui dorment pas assez ou qui se couchent trop tard et qui du coup le lendemain ils ont presque une pré-fatigue C'est sur ça. leur séance. Mm. Et pour moi le sommeil c'est primordial et je le sens quand j'ai le sommeil léger Mm. pour X raisons. Je suis moins performant, on est plus irritable et les petites blessures peuvent apparaître. Toi, tu as 8 heures de sommeil, franchement, plus? Ouais, moins? franchement 8 heures. Ouais. Franchement 8 heures en général. Il t'arrive de. Je me pose quand même la question, moi je vois aussi les bienfaits, notamment des siestes, on pourra en parler après. Il t'arrive dans des périodes difficiles de l'année, au niveau charge d'entraînement, de volontairement dormir un peu plus ou de chercher à se coucher plus tôt ou tu restes quand même régulier Ouais. sur une Alors année? j'essaye vraiment de rester régulier sur l'année, hein. Mm. Je suis assez, après je suis quelqu'un aussi d'assez casanier, qui sort pas trop. J'aime bien le côté rigoureux pour ça. Le sommeil c'est primordial. Les siestes si on peut en faire, ben voilà, elles sont très réparatrices aussi. C'est vrai que moi dans ma façon de m'entraîner, vu que je m'entraîne entre midi D'accord. et que je reprends le travail à 13h40, Mm. les siestes je veux pas les faire. Mais le week-end, après une grosse séance, un dimanche, juste après manger, une petite sieste réparatrice, pas Ok. très longue, hein, pour pas après que ça ampute un peu notre bonne nuit de sommeil, mais une sieste de 30-40 minutes D'accord. Ouais. peut Donc toi, vraiment t'arrives à en être faire le important. week-end un peu? Alors c'est rare, mais Ok. de temps en temps, un dimanche, quand on est un peu pantouflard et Ok. qu'on commence à piquer un peu du nez, Bon, Netflix. ça peut, c'est ça, Ok. ça peut faire vraiment un bien fou. Ok. Qu'est-ce que tu penses ou est-ce que tu pratiques peut-être? C'est un internaute qui me demandait ça, je le salue d'ailleurs. Technique de méditation ou d'autosuggestion. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que tu travailles aussi sur le mental, notamment Ouais. avec tes diplômes, hein, c'est ça? D'accord. Qu'est-ce que tu penses du coup de ces techniques-là, méditation, etc. Est-ce que tu as déjà testé? Et qu'est-ce que tu en penses franchement? Alors très franchement, je trouve que c'est vraiment aussi une facette à pas négliger dans la préparation de la performance, hein. On parle toujours de la préparation physique, mais la préparation mentale joue énormément, hein, surtout pour des athlètes qui préparent du long. Je pense notamment à des ultra-trails, où la partie mentale va avoir une incidence hyper importante, notamment en fin de course, où voilà, sur le ratio on va être à 80% de mental. Et donc du coup, il y a plein de formes et plein d'outils qu'on peut utiliser dans la préparation mentale, que ce soit sur la visualisation, que ce soit sur des routines à mettre en place, que ce soit sur des ancrages. Il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. C'est vrai que là, j'ai fait une formation récemment pour apporter ce petit plus à mes athlètes. Et on en parle notamment pour pouvoir avoir une bonne visualisation, pour pouvoir avoir de bonnes images dans la tête. Il va falloir être zen, être médité, ça peut être aussi intéressant. Moi j'utilise plutôt la respiration profonde, D'accord. qui est une sorte de méditation, Bien où sûr. voilà, pour se calmer, pour baisser sa fréquence cardiaque. On va éviter tout ce qui est anxiogène avec une respiration thoracique. Ok. On va plus aller chercher une respiration abdominale, profonde, pour baisser sa fréquence cardiaque, être au calme, dans le noir. Et là seulement, à partir de là, on peut mettre en place des petites choses mentales. D'accord. Alors ce que j'utilise beaucoup, moi, ça va être tout ce qui est imagerie mentale. Ok. Hein, m'imaginer sur un scénario de course ou même un protocole de guérison. Mais en vue quand même plutôt d'une course, enfin d'un événement précis. Ouais, Hein? alors j'utilise plus sur un événement Voilà, précis. pas forcément pour le repos en tant que tel. Pas Tu vas forcément pour le accélérer un repos. par Non. exemple. Non. Non, mais ça peut être aussi pour l'avant-course, la gestion du stress, ou par rapport à la concurrence qui peut être rude, comment gérer ça, Ok. être dans sa bulle, quoi. Ok, il y a Martin qui nous posait la question et qui parlait de l'hydratation, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, et à la fois de qualité d'hydratation. Alors je ne sais pas si ce qu'il a voulu entendre, si c'est la qualité de l'eau en tant que telle, parce que c'est une bonne question également. Ouais, Aujourd'hui il y a quand même plein d'articles là-dessus qui vont plus loin que la nutrition, qui parlent également de la qualité de l'eau, hein, tout que à ce soit l'eau fait. du robinet, l'eau qu'on filtre, etc., etc.
Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de l'hydratation, franchement, ce que tu penses, mais peut-être même des quantités, parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi ton expérience. Ouais. Avant course, pendant tes entraînements, est-ce que tu peux nous en parler D'accord, un peu? c'est super important, hein. Merci Martin pour la question. C'est vrai, quand je parle des trois piliers de la prévention de blessures qui sont pour moi très importants: sommeil, alimentation, hygiène bucco-dentaire, on en parlera. Dans Ok. l'alimentation, il y a hydratation, c'est primordial. Comme je dis toujours, c'est d'avoir sa bouteille d'eau que l'on boit au quotidien, toujours avec soi. Et du coup, c'est un réflexe. Parce que souvent, il y en a qui disent Oui, c'est 1 vrai, litre c'est 5, dur, quoi. 2 litres, 2 litres 5 par jour, comment on fait? Mais en fait, en l'ayant toujours sur nous, on n'y pense même Ouais, plus, c'est c'est vrai. machinal. Et du coup, on s'hydrate correctement. Alors moi, je suis plus sur une eau pétillante, Ok. déjà par goût, et parce qu'elle est un peu plus riche en minéraux. De manière générale ou justement après la séance? Parce que c'est assez riche justement en minéraux, ça fait un peu débat des Voilà, fois. alors Trop ça de fait un petit minéraux. peu débat. Mm. Moi, je suis sur, donner Pas de souci, plusieurs vas-y. marques, mais sur Mm. du Perrier Mm. qui est plutôt neutre, pas trop de sodium. D'accord. Et puis par contre, après une grosse séance Mm. où voilà, les urines vont commencer à être Voilà. un peu foncées, il y a pas mal de toxines Mm. à éliminer. Là, je vais aller sur une eau beaucoup plus à base de sodium, comme la Ceinture. D'accord, la classique. La Ceinture. classique qui, Mm. qui regonfle à fond tout ce qui est minéraux. Et puis quand j'utilise mon entraînement croisé, notamment sur le vélo, j'hésite pas à utiliser des boissons isotoniques. Ouais. Voilà, il y a Decathlon qui fait avec sa marque Atonia, notamment ces boissons-là, Ok. où on a les fameux électrolytes qui vont pareil te redonner des minéraux, qui vont te D'accord. réhydrater correctement. Ok. Mais c'est la base, quoi. C'est Ok. vraiment, De l'eau on plate, peut pas passer à côté. De l'eau plate, pas d'eau plate chez toi à la Alors maison? un petit peu lors des repas, Ouais, mais par contre au quotidien, mon Perrier, ça reste l'eau voilà. pétillante chez Ouais, toi. Ok. Donc, Un j'espère petit clin qu'on d'œil a- aux élèves du collège qui disent toujours: monsieur, vous êtes indissociable de votre bouteille de Perrier. Mm. Bah ouais, c'est un peu ça. Alors j'ai Vincent Lafargue là, qui nous pose une question super intéressante. Merci Vincent, n'hésitez pas les autres. C'est l'étirement. C'est vrai que s'il y a bien un sujet qui fait débat, mais c'est impressionnant ouais. depuis des années dans les magazines et tout, c'est l'étirement. Pour, contre, ces derniers temps, comme il dit, on entend de plus en plus dire qu'ils sont inutiles, alors qu'on en fait, en plus on nous conseille hein, depuis toujours, toi en tant que prof de PS, je sais pas d'ailleurs ce que tu dis à tes élèves, Ouais. mais qu'est-ce que tu penses des étirements clairement? Alors il y a plein d'écoles là-dessus, hein. Je sais que ce que je vais Mais dire, je veux il y ton en a d'autres avis, qui moi. vont C'est notre avis controverser. qui Moi, mon t'intéresse. avis, c'est que je m'étire très peu après les séances. D'accord. C'est-à-dire que je fais pas de longues séances d'étirement de 30-40 minutes comme il y en a qui pouvaient faire. Alors, je dirais un peu plus avant, c'était dans les années 90, c'était Ok. beaucoup d'étirements. Moi, je dis, et j'en reste persuadé, hein, c'est assez Vas-y, reconnu, c'est physiologique et mécanique, on crée pas mal de micro-lésions. D'accord. Et du coup, de s'étirer de manière prononcée, la fibre musculaire, on va pas forcément lui faire du bien. Ça va être un peu controversé par rapport à les faire chercher. Ok. Donc moi, je suis plus sur un étirement de bien-être. Ah bah oui, j'ai les ischios qui sont un peu raides, je vais aller les étirer tranquillement, en m'abaissant jambes tendues, en amenant les mains au sol. Je vais un peu étirer le triceps, toute la chaîne postérieure aussi, donc le triceps, les muscles du mollet. Un petit peu le quadriceps en prenant son coup de pied, en serrant les genoux. Du coup, tu Et- les chauffes un peu avant ou pas alors? Parce qu'on parle c'est quand même juste- d'étirer toujours un corps chaud quand même, enfin un muscle chaud. Ouais, juste après la séance, je Donc m'étire. juste après Ouais, la séance. je fais pas d'étirement à froid, Ok. ni après le footing. C'est D'accord. vraiment des étirements après la Et séance. pas forcément des séances d'intensité. Si tu parles micro-lésion, un peu de traumatisme ou ça n'a pas d'importance? Aujourd'hui, ça peut être après Ouais. n'importe quelle séance. Après un footing, par exemple, je m'étire pas. Ok. Hein, Ah, c'est après un intéressant, footing, ouais. je m'étire pas du tout. Mm. Je bois énormément, Oui. je me réalimente dans la fenêtre métabolique des 20 minutes, mais je m'étire pas. Par contre, sur des séances de fractionnés courts ou des séances de côte où j'ai beaucoup sollicité toute la chaîne postérieure, Mm. là je vais m'étirer, mais pareil, 10 petites minutes à peine, juste en bien-être. Ok. Et par contre, j'utilise beaucoup l'électrostimulation, hein, Ah je oui. t'en avais déjà parlé, Mm. où alors, idéalement pareil, quasiment suite à la séance, pour justement masser de manière un peu plus souple et approfondie que les étirements. Ok. Donc l'électrostimulation style complexe avec Oui. les patchs Ok. sur les différents groupes musculaires. D'accord, c'est vrai que tu m'en as déjà parlé, donc ça c'est intéressant aussi. Il y a Yuri là qui s'est connecté, notre cher Yuri l'allemand, que je salue. Salut Yuri. Et l'entraînement croisé, écoute, il en parle, on va en parler maintenant, je crois. J'ai cru comprendre que le vélo, ça te plaisait vraiment maintenant. Tu l'as intégré. En fait, j'aimerais le lier à une question. C'est à quel moment tu as franchi un véritable cap dans ta carrière et pourquoi? C'est-à-dire à quel moment tu as senti que tu as fait un gros pas en avant en termes de performance, de résultats? Ouais. Et pourquoi? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Parce que j'imagine que c'est lié. Bah, tout est notamment, lié. hein, voilà. Hein, Allez, tout c'est est lié. Mais c'est d'ailleurs, parti. je te remercie sur ce point-là parce que tu as été l'un des premiers à me dire que le vélo me ferait un bien fou. Mm. Et au départ, j'y croyais pas forcément.
Et donc je pense aussi que le fait de moins me blesser est dû à cet entraînement croisé. Donc ben voilà, Yuri pose la question parce que voilà, il sait aussi de quoi il parle. Et comment tu le places dans ces entraînements C'est de façon vraiment, concrète? voilà, aujourd'hui je passerai plus à côté. C'est vraiment primordial. C'est-à-dire qu'il va permettre vraiment, par exemple pour un coureur, le vélo va vraiment venir alléger les articulations, casser la routine même au niveau mental, faire autre chose, travailler des groupes musculaires complémentaires. Donc moi je le place uniquement on va dire en récupération, en endurance fondamentale. Donc ça va être par exemple pour remplacer un footing, je vais aller faire 1h15 de home trainer. Ou quand les beaux jours sont là, je vais aller faire une sortie de 2 heures, 2h30 de vélo en endurance fondamentale. Et du coup, voilà, je fais tourner les jambes, je sens vraiment que je récupère. Tout en allongeant en plus mon volume, parce que des fois ça me permet même de doubler cet entraînement croisé. C'est-à-dire que le matin je vais faire mon footing. Et le soir, je vais faire tourner les jambes 1h, 1h15 en home trainer. Donc du coup, ça m'apporte plein de plus-value. Le côté, je fais tourner les jambes, j'allège les articulations. Le côté, je casse la routine, je fais autre chose. Et puis le côté, au final, j'ai fait 1h15 de sport en plus, donc j'allonge mon volume. Et du coup, je rebondis directement sur ta question. Et c'est depuis là que j'ai vraiment passé, entre guillemets, encore un petit cap par rapport à mes performances. On va dire depuis 2 ans. Parce que j'ai intégré. Donc l'ajout, c'est important, l'ajout du vélo et pas le remplacement de certaines séances. Alors non, pas le remplacement non plus. Hein, voilà, c'est-à-dire que je ne suis pas passé de 5 séances à pied à 3 à pied plus de vélo. Ça, c'est important. Mais du coup, j'ai doublé un petit peu. Comme je t'expliquais, avec le matin de la cape, l'après-midi du vélo. Et puis même de temps en temps, substituer, tiens, un footing, justement on y parle, une petite pointe au tendon rotulien. C'est intéressant. Je vais plutôt aller chercher du vélo. Quoi. Et du coup... Et toujours vélo, alors VTT aussi, parce que je trouve que c'est très complémentaire. Le cardio est un peu plus mis à rude épreuve. On simule un peu plus l'effort trail avec les montées, les descentes, la force. Donc non, vraiment une plus-value énorme grâce à ça. Et puis je pousserai même plus loin, l'entraînement croisé, aussi le ski de fond l'hiver. J'ai la chance d'être originaire des Vosges, donc quand je retourne chez moi et qu'il y a un petit peu de neige, faire un peu de ski de fond, ça m'apporte énormément de bien, que ce soit au niveau moral, mental et physique. Et puis ceux aussi qui pratiquent la natation, moi de mon côté j'en fais pas. Il y en a plein qui me demandent alors c'est pourtant le tri. Pour l'instant la natation non, parce que c'est vrai que c'est aussi ça prend beaucoup de temps de s'entraîner sur les 3 sports, mais c'est un sport porté aussi très intéressant au niveau articulaire, en termes de prévention de blessures, d'être tonique, gainé, c'est génial quoi. Et tu te verrais du coup remplacer, tu vois, tu parlais de doubler, on le sait que c'est un sujet clairement qui fait passer un cap de doubler, donc de faire 2 entraînements journaliers, donc c'est pas tout le monde bien sûr qui le fait, mais justement est-ce que demain tu te verrais doubler la course à pied clairement, ou c'est parce qu'il y a le vélo que tu as pu doubler? D'accord, ouais, tout à fait. Non, parce que je pense que justement on y reviendrait. Là, je trouve que j'ai trouvé l'équilibre pour pas me blesser tout en continuant d'essayer, et je l'espère, de performer et de progresser. Donc j'aurais peur qu'en doublant la course à pied, je m'expose à des blessures éventuelles. Ça devient tendu quoi. Ouais, ça devient tendu. Et puis, je trouve qu'on se connaît, on sait de quoi on a besoin. Après, je dis pas que sur un gros bloc spécifique à l'approche d'une compétition, ça pourrait être intéressant de doubler à un moment donné, mais de manière, on va dire, globale, non. Ok, donc ça au moins, ça le mérite d'être clair. Donc le vélo, je répète un petit peu, le vélo qui est venu s'ajouter à la course à pied, plutôt en faible intensité, donc clairement en aérobie, en endurance, tout à fait. On pourrait remplacer par un footing, et qui permet également de changer aussi un peu l'esprit, etc., et de faire autre chose. Je voudrais reparler un petit peu d'alimentation, parce que pour revenir à la blessure, et il y a de plus en plus de sujets où on met en lien la blessure, risque de blessure et l'alimentation, tu le sais. J'ai une première question déjà, est-ce que quelqu'un t'accompagne sur l'alimentation actuellement? Est-ce que tu as un professionnel clairement qui te coach? D'accord, alors non, sur l'alimentation, non, j'ai pas de coach qui me suit, nutritionniste ou autre. C'est vrai que je m'alimente beaucoup de lectures sur l'alimentation, car on en parle de plus en plus de son importance, notamment avec la société de consommation où on a tout, on ne sait plus vraiment quoi choisir. Et donc je pense que c'est important d'être pointu sur le sujet. Et j'ai la chance d'avoir un partenaire là, ça me permet d'en parler, Léon et Marcel, qui est local en plus, de Coney-Romain. Nico Rivolian, voilà, c'est ça. Coucou, il va peut-être nous regarder en rediff. À cette heure-ci, il doit travailler parce qu'il n'arrête pas. Ouais, c'est ça. Nico. On le salue, qui nous propose des petits plats bio, local. Et donc du coup,
Voilà, en respectant les grands principes de l'alimentation, de piocher dans toutes les familles, d'aller manger des protéines saines, des produits sains. Ça m'aide beaucoup au quotidien dans la récupération Ok. pour pouvoir enchaîner des séances intensives sans se blesser, justement. Ok. Qu'est-ce que tu as appris? Non, j'ai envie d'être un peu concret là. Les gens ils aiment bien. Conseille-nous de lecture peut-être sur le sujet. Tu dis que tu lis beaucoup. Ouais. Comme ça spontanément, qu'il y a des bouquins ou des articles qui te viennent en tête qui t'ont permis d'apprendre réellement des choses en nutrition. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ben, après voilà, c'est des livres connus, le Eat and Run par exemple, qui a apporté beaucoup de choses sur l'alimentation par excès, sur la consommation de la viande. Donc, Eat and Run, un livre que d'ailleurs j'ai lu, que je trouve également top, donc ça tombe bien. Eat and Run, ouais. Eat and Run, qui est vraiment bien. Là, je suis sur la lecture alors, des éditions Guérin, le dernier livre en collaboration avec un coach, Kylian Jornet, donc notre spécialiste de trail, et puis un entraîneur qui s'appelle Up, UP, donc qui est vraiment top, qui donne pas mal de conseils sur l'alimentation, sur le renforcement musculaire et sur la physiologie d'entraînement. Un livre aussi sur la préparation mentale. C'est un gros pavé. Alors les éditions, je ne sais plus, mais pareil, qui apporte beaucoup d'outils sur cette façon-là de s'entraîner. Et puis d'alimentation, c'est plus des petits articles. Je pense à Nicolas Obino, qui a un super site sur des petits conseils qu'il peut donner sur l'alimentation, que ce soit sur les bonnes protéines. Il avait fait aussi un comparatif sur les différentes eaux avec les bons minéraux ou pas, sur le petit déjeuner idéal. Bon, voilà, c'est plus des lectures, des sites internet et des articles qui m'intéressent. Et il y a Jérémy Pinon qui nous demande si le fast-food c'est si grave que ça, alors du coup. Salut Jérémy. Et je crois qu'il veut que je parle de Omalo. Pour la petite anecdote, c'est un de mes athlètes, Jérémy, que je salue, que j'adore, qui une fois m'avait dit oh tiens, après la course, je t'invite, on va se manger un hamburger à Omalo. Et je m'en souviendrai toute ma vie, je ne reviendrai plus jamais. Mais il le sait, c'est pour ça qu'il me taquine avec ça. Non, c'est toutes ces chaînes industrielles, là, voilà, c'est côté malbouffe. Et c'est pas pour ça que je mange pas de hamburger, hein, c'est ça que j'aime bien aussi en parler, c'est qu'il faut apprendre à se faire plaisir. On ne doit pas avoir que des contraintes dans notre vie de coureur. Après une course, après une satisfaction personnelle où tu as fait attention, allez, on va dire pendant 2 semaines, manger un bon burger par contre maison avec un steak, voilà. Des produits locaux, tes frites maison que tu as fait toi avec des bonnes pommes de terre, voilà, moi je passe pas à côté et je suis pas à 7 à me dire bah non, attention. Mais justement, donc ça c'est hyper important. J'ai posé la question à une diététicienne, la Cécilia Bourgeois d'ailleurs, qui est également du FIEF. Je dirais à partir de combien de temps clairement tu fais le job vraiment strict, strict je dirais, parce que globalement tu le fais tout le temps, le job comme on dit. Mais à partir de combien de temps avant une compète, tu fais clairement tes strict? De 2 à 3 semaines avant. 2 à 3 semaines avant. Il n'y a pas de burger, on est d'accord. Même s'il est fait maison, il n'y a pas de burger frites. Là pour le coup, non. Donc ça c'est intéressant et c'est concret. Mais je me dis, je serais content de l'avoir. C'est ce que j'appelle la récompense, le plaisir de remanger quelque chose d'un peu plus gras, d'un peu plus riche, mais qui fait du bien aussi, quoi. Il fait du bien au cerveau, aux informations positives que tu vas lui donner, alors que depuis 2-3 semaines, tu es plus sur des légumineuses, sur des féculents, sur du riz complet, sur des fruits secs. Donc voilà, tu te donnes une ligne de conduite, mais pour autant après, tu vas lui apporter au corps une information positive, et à toi aussi, ça fait plaisir. J'aimerais parler d'un double sujet. Est-ce que j'ai cru comprendre qu'avant les Vosges, donc dernier record en date sur ton 10 km, est-ce que... à propos des produits laitiers, pardon. Tu as testé des choses ou pas? Est-ce que tu as découvert des choses dans un passé proche, je dirais, en alimentation? Alors ça c'est vrai que c'est aussi des grandes tendances actuelles. Justement, sur les produits laitiers. C'est vrai que je les évite beaucoup maintenant, j'en mange quasiment plus. Tout ce qui est pasteurisé à lait de vache, parce que c'est vrai que ça fatigue beaucoup ton organisme. Donc je vais plutôt privilégier le fromage de chèvre par exemple, qui est beaucoup plus sain. Donc voilà, je fais attention à ça. Je trouve vraiment, et vous
pour ceux qui écoutent, essayez pendant une semaine d'éviter les produits laitiers si vous avez vraiment l'habitude d'en manger. Les produits, je parle du lait de vache par exemple, vous verrez que vous sentirez votre organisme beaucoup moins fatigué. Ah, t'as testé. Vraiment testé, notamment après le repas du midi, où on a souvent ce qu'on appelle la digestion, on a un petit coup de barre, on a envie de faire l'assiette. Essayez les produits laitiers, c'est assez bluffant de les arrêter, de les stopper, tout en trouvant des compensations avec un petit fromage de chèvre. Mathieu Gandolfi, c'est un père fromage ou pas alors du coup? Père fromage, non, pas plus que ça, mais bon, après un bon Mont d'Or, je dirais pas non plus. Mais non, je mange pas énormément de fromage, c'est pas mon péché mignon, on va dire. Ouais. J'en ai d'autres. Mais... Ok. Il y a JC là qui se connecte, qu'on connaît bien, qui demande salut JC, ouais. un avis justement, et je trouve ça super intéressant sur tout ce qui est jeûne intermittent et entraînement. On en parle aussi, jeûne complet ou intermittent. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu as déjà testé? Qu'est-ce que tu en penses? Salut JC, ouais, merci pour la question intéressante. JC aussi de Nutribet, petite entreprise locale, pareil, qu'il faut soutenir. Qui m'apporte au quotidien, c'est un de mes sponsors cette année, qui m'apporte au quotidien alors ça peut être des boissons isotoniques, ça peut être des petites barres aux dates de Medjool à prendre en fin de séance, ça va être des petites gommes à prendre pendant la séance, donc ça là-dessus c'est vraiment top. Jeûne intermittent, tout ça, alors ouais, moi je l'utilise un petit peu avant la compète à J-7, okay. En fait c'est ce que j'expliquais un petit peu. Pareil, j'invente rien, mais ça marche sur moi et je trouve que c'est intéressant, je donne aussi souvent l'info à mes athlètes, c'est que à J-7, 6 et 5, on va stopper complètement les féculents. Ah, carrément. D'accord, voilà, on les stoppe complètement. On décharge, voilà. On va privilégier les légumineuses, on va privilégier les légumes, on va privilégier des protéines, les œufs par exemple. Et à J-4, 5 et 3, on va faire la grosse charge de féculents. Alors on parle toujours de la pasta partie, veille de course, tout ça. Alors attention, fausses idées aussi. Plutôt des céréales complètes comme le riz complet qui vont nous apporter et diffuser de l'énergie un peu plus longtemps. Mais là je refais le stock. Et du coup, le jour de la compétition, tu as vraiment ton stock de glycogène qui est en place. Okay. Et c'est intéressant de l'avoir déchargé pour le recharger après. Parce qu'on surcompense quelque part un petit peu ouais, aussi c'est ça, le manque. Donc ça, c'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant. La décharge glucidique et la recharge glucidique on gagne, je crois, jusqu'à 20 à 30% quasiment. Ah ouais, les bienfaits sont énormes. Et puis d'autant plus sur des efforts de longue durée où tu auras fait le taf avant. Et puis avec les produits qu'on connaît aujourd'hui, on va permettre de donc ça, c'est garder intéressant. Ça en ligne. Ça se fait beaucoup sur le long, beaucoup sur le marathon et c'est assez méconnu encore par Monsieur Tout le Monde, je pense. Donc c'est bien que tu en parles. Il y en a un qui en parle et ça se rapproche. Donc c'est Fabien Trail que je salue et qui pose une question intéressante. D'ailleurs, ça se rapproche des fameuses pâtes, de la pasta partie. Le pain, tu en penses quoi justement? Ah ouais, d'accord. Salut Fabien, un de mes athlètes que je salue bien avec Daniel. Le pain, c'est pareil, le pain industriel, ce qu'on appelle le pain blanc, il faut vraiment éviter parce qu'il va nous apporter un pic de glycémie fou et on va avoir un creux derrière. Donc moi je vais chercher principalement du pain complet. D'accord, pareil, même principe que pour les pâtes, j'évite les pâtes blanches ou les pâtes 3 minutes qui sont déjà pré-cuites et qui du coup vont nous donner un pic de glycémie et du coup on a l'impression que l'après-midi on va avoir notre énergie pour la séance, sauf qu'on va l'avoir une demi-heure au lieu de l'avoir 1h30. Donc c'est hyper intéressant. Donc le pain c'est pareil. Après le pain, le pain seul, je trouve que ça donne un bon apport, je parle du pain complet, mais par contre souvent on l'accompagne avec charcuterie, fromage, donc c'est souvent là un petit peu le danger du pain. Mais moi je suis un consommateur de pain et c'est vrai que en prenant du pain complet ou un pain aux céréales, je trouve ça vraiment intéressant au niveau nutrition. Donc donc on a Romain l'Allemand qui se connecte, on a Jay également, salut Matt et Bage, quel serait le petit déjeuner type selon toi? Ça tombe bien, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Petit déjeuner type idéal, alors soit de toute l'année, soit de l'avant-course. Ouais, de l'avant-course ou du pendant prépa. Est-ce que tu fais une différence déjà? C'est quoi? Tu peux me parler un peu du petit déj de Mathieu Gandolfi? Je parle. Non, en fait, l'avant-course, moi je parle toujours du principe qu'il faut peu changer ses habitudes. Donc l'avant-course, pour moi, il est quasiment ce que je prends au quotidien. Pas très original, mais assez classique. Le kiwi. Parce que c'est un fruit qui va nous apporter toutes les vitamines toute la journée, qui est vraiment intéressant, très riche au niveau des vitamines. Donc un kiwi le matin, 2 céréales de pain complet, 2 tartines de pain complet au miel.
parce que c'est vraiment le miel. En plus, c'est mes parents des Vosges qui le font, donc avec un indice glycémique bas, un très bon fructose, ça va être mieux que voilà une confiture industrielle ou autre. Et puis de temps en temps, quand j'ai la chance ou que je peux le week-end avoir un peu plus de temps, j'aime bien par exemple un petit œuf sur le plat ou même un petit bout de bacon pour un petit peu de protéines. D'accord, ça limite les pics glycémiques. Hein. Voilà, ça évite, ça te permet de tenir jusqu'à midi. Et moi je trouve ça très intéressant d'apporter un petit peu de protéines quand vous le pouvez. Produits laitiers, moi du coup j'évite, mais par exemple, voilà, il y en a qui aiment bien prendre un muesli ou avec du lait de soja ou tout ça, c'est très bien aussi. Hein, ils peuvent apporter ça en plus. Bon voilà, je pioche dans toutes les familles. Okay. Hein. Une boisson pour me réhydrater aussi. Hein, je prends un jus de fruits frais souvent. D'accord. Un jus d'orange ou un jus d'ananas ou des fruits de saison que je fais dans l'extracteur. Mon fruit pour les vitamines, le pain donc pour les céréales, pour l'effet longue durée, pain complet. Et le miel, et puis le miel pour le côté glucide, mais le bon glucide. Parce que c'est intéressant parce que souvent, petit-déj européen, français, beaucoup de confitures. Le miel, souvent en goût, on s'en rapproche, on a le plaisir du sucre, mais l'indice glycémique plus bas. Donc ça c'est super intéressant, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ignorent et bien moi j'ai la même chose, hein, beurre miel, j'aime bien. Apporter un peu de lipides aussi. Et du pain complet, donc c'est intéressant. Et souvent les petits déjeuners entre guillemets de monsieur tout le monde qui sont dangereux, notamment pour nos enfants, bah, c'est céréales, ils pensent que céréales ça va être les céréales Frosties, sauf que ça c'est pas céréales, c'est glucides. Voilà, donc du coup, sucre, tartine de Nutella, sucre et lipides, et du coup ben, les jeunes à 10h ils ont un énorme creux où là il faut qu'ils soient attentifs ou s'ils ont un cours de PS ou s'ils ont une activité sportive, PS, donc là c'est compliqué. Donc voilà, je trouve que c'est important dans la société industrielle d'aujourd'hui de faire le tri avec les produits hyper transformés et de se rendre compte que des céréales, c'est pas forcément celles qu'on imagine. Quoi. C'est vrai que le pain on n'y pense pas, mais le bon vieux pain complet, s'il est bien fait, sûr, ça remplace n'importe quel paquet de céréales qu'on va acheter. Ouais, tu vas avoir ton effet longue durée. Ton avis sur The Game Changers sur Netflix? Moi je pense qu'il y en a quelques-uns qui connaissent, d'ailleurs je leur pose la question aux internautes. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Moi j'aimerais l'avis de Mathieu justement sur le film. Ouais, alors Game Changers, j'ai trouvé leur sujet intéressant, un peu trop américanisé à mon goût et au goût de beaucoup de personnes. Hein, c'est très, voilà, c'est soit c'est tout bien, soit c'est tout mal. Pour moi, je trouve que c'est très à la mode, ces régimes vegan, ces régimes on mange pas de viande. Et je trouve que c'est pareil, c'est comme apprendre à se connaître. On doit voilà, essayer de se trouver ce qui correspond mieux à notre corps. Moi, je sais que la viande, par exemple, je pourrais pas m'en passer. Hein, je le dis franchement. Je trouve que c'est déjà un plaisir. Et en même temps, je pense aussi, comme ce que Game Changers montre aussi, c'est que la consommation, c'est comme tout, hein, trop importante de viande. Aujourd'hui, il faut éviter. Et puis on sait que les viandes rouges, pour les coureurs, pour nos entraînements, ça apporte des toxines. Donc on va la limiter aussi. On va privilégier les viandes blanches. Donc voilà, Game Changer, j'ai trouvé que c'était bien, que ça donnait, voilà, ça montrait qu'effectivement, manger des protéines végétales, ça avait les mêmes bienfaits que les protéines animales, mais c'est pas pour autant que je pense qu'il faut être radical dans nos choix. C'est trouver l'équilibre. Okay. C'est comme tout, hein, si demain on donne à nos enfants que des haricots verts tous les jours, eh ben, ils auront des carences dans d'autres domaines. Bon, moi, je parle toujours que l'extrême n'est jamais très bon, et c'est un peu une mode qui peut être dangereuse, et voilà, je trouve Game Changers, ça fait réfléchir, modéré, mais pour moi, modéré. Ok, merci. Donc il y en a plusieurs. Il y a Olivier qui me dit trop de sucre dans le jus de fruits. Alors, un instant, il y a qui c'est qui m'a mis aussi, voilà. Il y a deux choses qu'a dit Mathieu, je répète, c'est bien, pourquoi pas l'ajout de protéines. Ouais, voilà, il y a quelqu'un qui parle aussi de l'apport protéine qui est super intéressant, on est d'accord là-dessus. Il limite carrément le pic glycémique du sucre, je le reprécise. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, moi je crois beaucoup au jus de légumes, en tout cas faire intervenir les légumes dans le jus du matin, le jus frais. Ah, tout à on fait. peut tout à fait rajouter du betterave, de la betterave, des épinards, ah oui, etc. Même du curcuma, du gingembre, avec plein de vertus anti-inflammatoires. Dans les extracteurs de jus maintenant qui sont vraiment plus démocratisés, qu'on peut trouver pas très cher, on se fait des bonnes soupes le soir ou le matin un bon jus de légumes. Ça va apporter énormément de plus-value à votre nutrition, à votre corps, à votre bien-être. Le curcuma, t'en parles, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé pour revenir vraiment au sujet de la blessure. Je crois que c'est quand même un des 5 aliments intéressants pour la blessure. C'est ce qu'on appelle les super aliments. Voilà. Ah non, vraiment, hein, c'est anti-inflammatoire, ça apporte plein de vertus, plein de bonnes choses pour notre organisme. Donc c'est toutes ces petites choses qu'on peut rajouter
Donc dans voilà, nos jus. on a répondu à Olivier, donc il vaut mieux un fruit, moi je suis d'accord. Il y a les fibres, hein, les fibres pour terminer le sujet de la nutrition. Les fibres, elles permettent au corps, hein, d'assimiler doucement, plus doucement en tout cas qu'un jus, les bienfaits d'un fruit. Après, voilà, l'un n'empêche pas l'autre, je dirais, comme on venait de le dire. L'essentiel, c'est de trouver l'équilibre. Est-il important, bah là on arrive sur une autre question de Jay, est-il important de travailler le haut du corps en trail? Bon, on peut en parler après tout, hein. Jay dit Bartolo qui nous pose la question. Ouais, bah Vas-y. salut Jay, hein, on se connaît bien aussi. Ah, c'est bien que tout le monde te connaît, c'est marrant ça. Tu parles. Ouais, Non, bah, c'est super important, on n'en a pas parlé en termes de prévention de blessures, hein, si on revient un petit peu à notre sujet. La préparation, la PPG, préparation physique générale, de nos jours, on ne peut pas passer à côté. Il y a beaucoup d'athlètes que je prépare qui au départ disent oh là là, on fait toutes tes séances sauf la PPG. Ah ouais. Donc grave erreur, ouais, mais ils vont le comprendre par eux-mêmes aussi que bah voilà, la PPG en termes de prévention de blessures, elle est primordiale pour être tonique, pour être gainé, notamment en fin de course où les appuis commencent à être fuyants, où on commence à. Tu fais quoi comme PPG et combien de fois semaine? Comment tu l'intègres toi, Mathieu? Alors moi je l'intègre une fois par semaine sur une séance à part entière, sur un circuit training, donc c'est les vendredis, hein, de 45 minutes à 1 heure. Vraiment sur la globalité du corps, hein. Je dissocie peu, je ne vais pas faire que jambes le vendredi d'après que bras. J'aime bien faire un circuit training. À la place de la séance. Voilà. Donc c'est-à-dire que tu alloues une journée rien que pour du renforcement musculaire. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un échauffement avant ta séance de renforcement? Alors, trottiner tout doucement, tranquillement, footing. Si tu es dans la salle, un petit footing, 5-10 minutes, ou alors si tu n'as pas l'occasion de pouvoir trottiner, quelques petits sauts sur place, quelques éducatifs, montée de genoux, talons faits. Et ensuite un petit circuit training. Alors, moi je suis un peu contre voilà, les grosses haltères, soulever de la masse, tout ça, parce que je trouve qu'en tant que coureur, on doit peu prendre de volume. Donc du coup, je vais travailler plus sur sans charge, juste à poids de corps, des petits exercices. Alors ça peut être des dips pour les triceps, ça va être des montées de banc pour travailler le cardio et les membres inférieurs, ça va être un petit peu de pompe sur Swiss Ball pour travailler la tonicité du haut du corps, l'exercice de la chaise pour travailler en effort concentrique un petit peu les quadriceps et se renforcer toutes les cuisses, beaucoup de cordes à sauter pour travailler sur travail de pied, sur notamment le développement des mollets, puis en même temps le cardio, la coordination. Et tous ces petits exercices au quotidien m'apportent déjà, renforcent mes tendons, mes ligaments, toutes les capsules qu'il y a autour. Et puis surtout permettent d'être en course gainée, tonique, d'avoir la force du haut du corps et de moins se blesser. Donc Jay, vraiment question intéressante. Et l'exercice que tu mets dans tous les cas pendant cette séance, parce que je comprends que tu varies, tu changes ton circuit training. Est-ce qu'il y a des exercices où vraiment tu es fan et tu sais qu'ils sont déterminants pour ta performance? Ouais, vraiment la corde à sauter. Hein, la corde à sauter, j'en mets de plus en plus à mes athlètes. C'est-à-dire qu'ils ont la séance de PPG du vendredi par exemple, et en plus dans la semaine, après un footing par exemple, allez, 10-15 minutes de corde. Il y en a qui disent 15 minutes de corde, mais comment c'est possible? Non, mais en fait, dès que tu perds la corde, tu recommences. Hop, pendant 15 minutes, et ça passe super vite. Puis au final, tu verras que tu enchaînes 5, 6, 7, 8, jusqu'à 15 minutes. On peut le faire à la maison, sans interruption. Ça nécessite pas beaucoup d'espace. Des petites cordes, achète au Decathlon ou autre, ça vaut plus rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut du coup le faire. On peut faire sa sortie d'1 heure pendant le confinement, par exemple, à côté de jeu, enfin autour de chez soi, et rallonger, reprendre 15 minutes en plus à la maison, d'être en règle et de continuer. Et de faire un petit peu de PPG ou un peu de home trainer, de rameur. On est vraiment sur une séance hybride, mais très riche, quoi. Et est-ce que dans ta séance du vendredi, par exemple, donc du renfo, tu as quand même des exercices que tu fais tout le temps? Les exercices que je fais tout le temps, c'est vrai qu'il y en a qui reviennent, hein, c'est la chaise, c'est ça que je voulais savoir. Voilà, pour vraiment renforcer toutes les capillaires du quadriceps. Combien de reps? Alors, par exemple, 10 fois une, par exemple. 10 fois une minute de chaise. chaise. Une minute de chaise, une minute de récup, une minute de chaise, une minute de récup. Après, tu peux même réduire la récup, 10 fois une, 30. Tu fais une minute de chaise, 30 secondes de récup. Je suis pas sur de la longue durée, sur le gainage sur la planche ventrale pendant 20 minutes. Mais ça va être beaucoup de répétitions, et puis c'est comme tout, si tu en fais au quotidien, après ça passe beaucoup mieux. Et surtout un grand principe que beaucoup oublient, c'est ne jamais oublier les chaînes agonistes et antagonistes. Parce que souvent il y en a qui disent je vais faire de la PPG, je vais faire des abdos pendant 3 mois, ils font 500 abdos tous les jours. Sauf qu'après ils se retrouvent avec des maux de dos. D'accord. Bah ouais, forcément. Ils ont hyper sollicité l'avant du corps, ils l'ont hyper musclé, et du coup après ils se retrouvent avec des faiblesses au niveau du dos. Donc pensez toujours que quand vous faites vos abdominaux, juste derrière vous faites du gainage pour travailler toute la chaîne lombaire.
Et comme ça, vous êtes vraiment sur une complémentarité d'exercice. Donc une bonne prépa pour être premier français de la montée de la Tour Eiffel, c'est 10 fois une minute en chaise, mais pas que le vendredi, j'imagine. Pendant une prépa, c'est quoi? C'est tous les 2 jours ou c'est que le vendredi? Ouais, bah alors du coup, ça c'est vrai qu'il parle d'un événement, la Tour Eiffel ou un kilomètre vertical, qui sont vraiment maintenant ce que j'adore, mes spécialités. On est sur un bloc d'entraînement très spécifique, c'est-à-dire que ça va être beaucoup de 2-3 séances d'escalier par semaine. Des séances de côte avec gilet lesté. Donc la chaise, oui, mais à côté de ça, tu as d'autres séances de ce que j'appelle de PPS, de préparation physique spécifique. Donc des côtes lestées, beaucoup de travail en excentrique aussi, en pliométrie, en PPG, avec des montées de banc. La chaise avant ou après la séance quand tu en mets beaucoup? Vaut mieux la faire avant ou après la séance? Après. Ouais, toujours après. Avant la séance, j'ai toujours peur du principe, voilà, le corps n'est pas bien mis en route. J'aime bien le faire après, même sur une petite pré-fatigue. Ça passe beaucoup mieux, quoi. Jamais faire à froid, par exemple, l'exercice de la chaise, c'est pas très bon. Ok. Justement, je voulais y venir. Là, j'ai pas de questions là, sous le coude de la part des internautes. Il y en a un qui demande c'est quoi la PPG? C'est un politique, un sportif. Salut Anto. Comment tu organises tes entraînements? Moi aujourd'hui, je suis toujours bluffé par le type d'entraînement que tu places, de façon, comment dire, on aime bien tout codifier maintenant dans nos pays, etc. Comment toi tu détermines ton entraînement? Combien de temps à l'avance? Tu sais, mettons dans 3 jours tu feras telle séance. Tu peux nous parler un peu de ça? Alors, c'est vrai que c'est un petit peu comme l'alimentation, on en parlait, ou comme les signes de la blessure, qu'est-ce qu'on peut donner comme recette. Alors, il n'y a pas vraiment de recette miracle, et c'est pareil. Des fois, mon entraînement, c'est vrai que moi, je m'entraîne en autodidacte. C'est vrai qu'au début, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont aiguillé. Et maintenant, par le biais de ma spécialisation sur le trail et les trails courts, c'est vrai que maintenant, je me fais mes propres séances. Mais des fois, j'aime bien, sur un objectif précis, je vais avoir ma trame. Et sur des objectifs des temps un peu moins forts, je vais plus y aller aux sensations. C'est-à-dire que là, je vais avoir envie de faire un footing, ou encore à midi, j'étais parti pour faire un footing, puis finalement j'ai eu envie de faire un peu de rythme dans les bosses. Donc c'est moins, je suis pas du principe codifié, et c'est ça que j'essaye de donner aussi à mes athlètes, que j'aime bien qu'ils aient leur part d'autonomie. Par contre, après, on va préparer un 10 bornes sur route. Là, je vais respecter mes séances en accentuant principalement un travail de VMA, des blocs d'AS10 le week-end. Tu te l'écris combien de temps à l'avance? Tu fais ton plan 8 semaines par exemple? Ouais, 8 à 12 semaines. Donc 8 à 12 semaines avant 8 à 12 semaines par exemple, tu sais ce que tu feras sur un 10 bornes, ouais. Ok. Et aujourd'hui, tu t'inspires d'un plan d'entraînement. Est-ce que tu t'inspires, je peux y venir à la question, est-ce que tu t'inspires aujourd'hui d'un entraîneur ou de plan d'entraînement pour te faire une base? Un peu, je prends l'exemple toujours de marmiton avec la cuisine. Moi j'aime bien prendre une base et puis la travailler ensuite. Bien sûr. Est-ce que tu le fais ça? Alors oui, je suis parti sur... en fait, il y a 2 grosses façons de construire un plan d'entraînement. Il y a ceux qui agissent par gros blocs, avec des temps très forts dans la saison et des grosses phases de récupération, ce qu'on peut un peu appeler l'entraînement en polarisation. Et des entraînements un peu plus construits sous forme de cycle. Moi, c'est mon cas. On parle de macrocycle, mésocycle et microcycle. Donc, pour être un peu moins, comment dire, pour parler un peu plus à tout le monde, macrocycle, c'est un ensemble. On va essayer de se planifier ce qu'on veut faire. Mésocycle, attention, là, la phase spécifique, justement, de 8 à 12 semaines, je vais faire ça, ça, ça. Et le microcycle, dans ma semaine type, je vais proposer telle ou telle séance. Donc, par exemple, sur la semaine intensive, j'ai proposé 2-3 séances de qualité. Sur ma semaine d'affûtage, attention, je vais juste entretenir et réduire les séances de qualité. Et ma semaine de pré-compétition, là, c'est de la fraîcheur, c'est juste un petit rappel d'effort en début de semaine. Donc, moi, j'agis plus comme ça, avec le respect 3 semaines de charge, 1 semaine d'assimilation. Pour moi, c'est super important et on touche directement le lien prévention de blessures. Pour moi, si on donne de la charge à notre corps, on doit lui laisser assimiler toujours une petite période. Donc 3 plus 1, je trouve que c'est le bon compromis. Et puis, on parle toujours de la surcompensation. Pour pouvoir surcompenser, il faut avant qu'il y ait une phase de repos pour le laisser assimiler, pour qu'il revienne, qu'il se reconstruise et que le corps revienne plus fort. Si à chaque fois on tire sur la corde, on n'est plus sur de la surcompensation, mais sur du surentraînement. Et c'est là que c'est toute l'alchimie du coach de trouver... 3 semaines, ça c'est intéressant, 3 semaines d'intensité, et dans tous les cas, la 4e semaine, souvent plus light, beaucoup plus de repos, d'endurance fondamentale à 80%. Ça c'est super important.
3 semaines, une semaine. Au niveau de là-bas, justement, on parlait du plan d'entraînement. Tu t'inspires de certains plans d'entraînement, de certains coachs actuellement Bah, c'est vrai qu'au début, la Waris, il nous écoute, Bachir de Longwy m'a beaucoup aiguillé, m'a beaucoup incité, m'a beaucoup poussé à me lancer dans l'entraînement, dans le coaching. Et donc au début, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il faisait, des séances qu'il proposait aux athlètes de Longwy. Et puis des grands entraîneurs comme l'entraîneur d'équipe de France de trail comme Philippe Propage par exemple. Qui est coach, enfin qui s'occupe des plans d'entraînement, j'en profite. D'accord. Actuellement tous les plans d'entraînement qu'on a sur Kalenji, Decathlon Coach, ils sont réalisés par Philippe Propage. Voilà. C'est un peu la référence dans le trail et dans le milieu de l'entraînement en ce moment, qui amène ses athlètes pareil sans trop se blesser, avec une belle progression. Il agit aussi un petit peu par cycle comme je vous l'ai expliqué juste avant. Donc voilà, je m'inspire de ces personnes-là. Et puis aussi, toujours, pas copier, pas coller, parce qu'il n'y a pas de recette miracle et qu'on doit apprendre à se connaître et chacun doit savoir un petit peu ce qui lui correspond le mieux. Ok. Quel est l'athlète actuellement qui t'inspire le plus? J'ai pas dit celui que tu préférais, c'est bien celui qui t'inspire le plus dans sa réflexion sur la physiologie. Ouais, alors je ne vais pas être très original par rapport à ma pratique, hein, Mm. c'est Kilian Jornet, parce que Kilian Jornet, c'est lui qui a amené cette passion du trail et de toujours repousser les exploits, nous faire rêver en fait, au début, nous faire rêver. Puis au-delà de ça, il a une approche vachement simple, il reste très modeste, très accessible auprès de tout le monde. Il se remet aussi lui en perpétuelle question, là par rapport au fait que c'est vrai qu'ils vont aux quatre coins du monde et puis en même temps il développe un esprit trail où on a des valeurs autour de l'écologie, donc il revient sur le fait que pas forcément prendre l'avion tout le temps pour aller faire des grandes compétitions, un peu comme Xavier Thévenard aussi en ce moment. Donc c'est des athlètes qui m'inspirent parce que j'aime bien les valeurs qui sont autour d'eux, ils se prennent pas la tête et puis en même temps ils ont un niveau de fou, ils s'entraînent en altitude, là Kilian Jornet il va partir sur un défi, il se remet sans arrêt en question, puis il n'est pas forcément dans sa zone de confort, là il va se lancer sur un 24 heures sur piste, alors que il n'a plus rien à prouver à personne, mais voilà, parce que c'est ce qu'il a envie de faire sur le moment, il va se lancer dans ça, et c'est vrai que c'est des personnes qui m'inspirent beaucoup. Donc il y a John, il y a Skogans aussi qui nous pose des questions intéressantes. On a John là qui nous demande, et c'est intéressant, je voulais venir, as-tu des conseils pour passer de 3-4 séances par semaine à 5-6 séances par semaine sans prendre trop de risques? Aujourd'hui, ça faisait partie de mes questions. Quand tu as passé un gap, et que tu as rajouté une séance sur certaines journées, notamment de vélo, est-ce que tu as des règles, est-ce que tu as des conseils à ce sujet de comment accompagner le corps pour pas se blesser en gros? C'est important, c'est pas passer du jour au lendemain de 3 à 6, ça va être y aller progressivement. On va passer concrètement, on va passer de 3 séances par exemple de course à pied. Oui. Si on veut passer à 4, la quatrième, elle va être dans un premier temps en entraînement croisé. D'accord. Elle va être sur un home trainer ou en vélo quand on peut sortir à l'extérieur, en VTT, pour laisser notre corps assimiler petit à petit la nouvelle charge de travail. Nos tendons, nos ligaments, nos articulations. Puis petit à petit, si on voit que ça passe bien, cette séance d'entraînement croisé, on va la transformer en endurance fondamentale. Intéressant, oui. Voilà. Et petit à petit, notre corps, il accepte les charges, notre corps, il est hyper bien fait, il autorégule tout ce qu'on fait. Par contre, il faut qu'on soit respectueux, progressif dans nos démarches. C'est un petit peu comme je reprends en ce moment l'esprit très à la mode des drops de chaussures. Celui qui me dit, alors oui, on parle de la foulée minimaliste, la foulée naturelle, qui est de courir pieds nus en drop 0. Et nos industriels, aujourd'hui, on était sur des drops qui allaient jusqu'à 12. Donc on allait plus sur de l'amorti et une attaque talon qui était contradictoire à la propulsion vers l'avant et aux chaînes biomécaniques et à tout ce qui pouvait en ressentir. Sauf qu'aujourd'hui, si tu passes d'un drop 10 à un drop 2, tu vas avoir des gros problèmes de tendons d'Achille, tu vas avoir des tendinopathies qui vont s'installer. Donc pareil, je leur dis, passez à une chaussure en 8, faites 2-3 mois de travail avec, essayez d'attaquer avant-pied, parce que vous allez voir que le mollet aussi va être beaucoup plus sollicité. Et puis on laisse le corps assimiler ces nouvelles charges. Si on devait donner du temps, les gens ont besoin toujours de mesurer du temps. On parle de une semaine, de 5 semaines, de plusieurs mois. Il y en a qui parlent même des fois au sein d'une saison d'une seule. On peut rajouter seulement une journée de plus par exemple. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, moi je parle déjà rajouter sur. On coupe une année en deux. Sur 6 mois, tu rajoutes une séance.
de en croisé, vélo, en croisé. Et si ça passe, Et si ça passe, on rajoute en sur 6 4. mois à peu Ouais, près. sur 6 mois. Et sur un an, après avoir, bah ça y est, être passé à 4 sans C'est problème. d'ailleurs pour ça, j'aime bien un ami qui m'avait dit les Ironman, un Ironman, il faut 3 ans pour le préparer. C'est aussi pour ça. Tout à fait. C'est qu'en fait, pour rajouter les charges, on a tendance à penser que ça peut être fait rapidement. Et Rapidement. en fait, on C'est arrive à la comme blessure. l'effet UTMB. Aujourd'hui, tout le monde rêve de plus en plus long. À l'époque, on parlait de récupérer 40 jours après un marathon. Exact. Aujourd'hui, on enchaîne 3 ultras de 160 km à 15 jours d'intervalle. Je parle pour Oui. dans l'extrême, hein. Mais c'est pour montrer que il faut pas qu'on brûle d'étapes. Surtout nos jeunes qui rêvent de l'UTMB parce que le trail est en plein essor. Mais prenez votre temps. Après, vous aurez en plus plus de rêves pour aller chercher ces gros objectifs. Passez déjà sur des formats 30-40 pendant un an, puis ensuite monter sur 50-60. C'est ce que je dis toujours à mes athlètes. Et en plus, ben, c'est des objectifs à court, moyen et long terme. Ok, Et ça, dans la préparation mentale, on l'apprend. Il faut toujours qu'on ait bien sûr. cette déclinaison d'objectifs. Des étapes Sinon, ben, intermédiaires, c'est dangereux, on peut se blesser, on peut se dégoûter, la vie de famille est en danger. Il y a plein de choses à faire attention. C'est moi qui te pose la question, quels sont les prépas les plus difficiles pour Mathieu là, actuellement, ou depuis quelques années, au sein de ton année justement, Ouais, avec ouais. ces macro-cycles, etc. C'est quoi les prépas les plus exigeantes en intensité, en fatigue, Ouais, etc. ouais, tout à fait. Bah, pour moi, c'est vrai que étant vraiment fan des séances de montée, des séances de côte, ça, je prends un plaisir fou à les faire et je commence à vraiment bien les assimiler. Par contre, je sais que l'hiver, et tu le sais, j'aime bien faire un gros cycle de vitesse. Ok. Parce que pour moi, le trail court, ça va de plus en plus vite. Et si tu veux rester compétitif, eh ben, il faut développer et entretenir cette VMA. Ok. Donc ces blocs hivernaux là, que je suis en train de faire Avec en ce des moment, 400, tout avec ça. des 400, bah, je trouve ça beaucoup plus D'accord. sollicitant. Ok. Et bah, c'est là que je m'écoute beaucoup, que j'hésite pas à en mettre un petit peu moins. Et le macadam tape beaucoup aussi. Et c'est des séances qui sont compliquées musculairement. Musculairement. Donc pour moi, c'est les plus dures. Et neuromusculairement aussi, c'est-à-dire la fatigue le soir, tu le ressens franchement, ou c'est pas forcément celle qui te fatigue le plus? Non, c'est pas forcément celle qui me fatigue le plus au niveau cérébral, au niveau mental. C'est celle qui me fatigue le plus au niveau musculaire, D'accord. où je sens qu'effectivement, on Ok. en parlait, ah, bah, tiens, une petite pointe là, attention. Ok. Alors que les séances pour préparer la tour Eiffel ou un kilomètre vertical, elles vont être, elles vont être un peu plus exigeantes au niveau cérébral parce que voilà, tenir à faire 2000 mètres Ok. de dénivelé en mode hamster, faut être fort mentalement. Mais par contre, physiquement, je commence à bien les assimiler. Ok, petite question, là on retourne un petit peu en arrière. L'entraînement croisé, c'est vrai que Philippe Propage il le dit, moi j'en connais aussi d'autres athlètes qui le conseillent. La rando en entraînement croisé, on a tendance à penser que vu qu'on est en randonnée, notamment avec du dénivelé, le cardio est bas, est trop bas, ou est-ce que non, ça peut remplacer clairement un footing aujourd'hui? Ah ben non, elle est primordiale la rando. La rando course, moi je la mets beaucoup à mes athlètes sur leur bloc spécifique. Par exemple, quand tu vas préparer un 50-60 km, des rando courses de 2h30, 3h, où tu vas renforcer toute la filière foncière, tout en bossant musculairement, parce que la rando souvent elle est vallonnée. Je leur donne souvent un petit ratio de D+ à respecter. Mais c'est Sarah Veil, notre Vosgienne, la championne de trail, Ok. qui en parle souvent et qui, elle, met de la rando trail énormément sur ses blocs Et spécifiques. sur du long, Euh, ou pas forcément? Ouais, Aujourd'hui, plus sur du long, bien si on sûr. parle de trails locaux, vallonnés, clairement, est-ce qu'on peut remplacer des footings? Des gens, par exemple, qui font déjà 4 séances par semaine, la cinquième, ils veulent la faire avec madame le dimanche, par exemple. Est-ce qu'on peut imaginer que la balade du dimanche, la balade rythmée du dimanche, en tout cas la rando du dimanche, elle peut être considérée comme une séance pour quelqu'un qui fait des trails de 20-25 bornes? Ouais, alors un petit peu moins, ça va être plus être une rando famille, une rando Ok. qui fait du bien, ça ne pourra pas se substituer à D'accord. une séance d'endurance fondamentale. Je parle Ok. pour du trail court, hein, comme tu viens de Bah l'évoquer. voilà. Par contre, sur un bloc spécifique sur du long, sur une sortie du dimanche ou sur un week-end choc, elle est incontournable. Qu'est-ce que tu pourrais reprocher, ou en tout cas, quelles sont les limites de l'entraînement de pistard selon toi? On en a beaucoup qui s'entraînent avec des 400 autour de la Macourante à Longwy, on le sait. Toi, tu es passé par là, tu continues d'en faire en fin d'année pour gagner de la vitesse. Mais clairement, quelles sont les limites de cet entraînement selon toi? Ouais, bah après ça dépend ce qu'ils préparent, hein. Si c'est Pour le comme trail. tu dis, si c'est des pistards, si c'est pour le trail, il faut pas mettre que ça. Pour Et toi, il souvent, manque quoi? Clairement, il manque quoi? Ouais, J'imagine bah, il de ce manque, que tu constates en local, qu'est-ce qui manque aux personnes pour réellement performer beaucoup plus facilement?
comment, investissement égal en Ouais, temps, par ouais, exemple, tout tu à vois où fait, je veux en vois ce que venir. tu veux dire. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui pourrait remplacer sur un pur pistard, par Ouais, exemple, pour être plus efficace en trail? ouais, bien sûr. Bah, pour être efficace en trail, on parle toujours, il faut essayer de retranscrire des séances qui touchent le plus près possible au jour de la course. Ça va être quoi le jour de la course? Ça va être du terrain vallonné type motocross, ça va être des grosses côtes. Donc si tu n'entraînes pas ton corps à faire ça et que tu te dis, bah voilà, je vais être le champion du monde du 400 ou je vais faire que des tours de main courante ou j'entretiens en fait qu'une filière énergétique quoi. Je vais être sur la filière VMA ou je vais être sur la filière seuil. Ok. Donc là, il faut développer d'autres choses, il faut développer le spécifique. Quoi, Donc, par exemple? Allez, donne-nous une séance bah, une clé. séance de côte, par exemple, une séance que j'aime bien faire, le 2 fois 4 fois une 30 par exemple. Donc 2 fois 4 fois une 30. Donc en fait, 4 fois une 30 en côte, Ok. tu récupes en redescendant, tu repars une 30 4 fois. Mm. Et au bout de 4 fois, tu fais une récup un peu plus longue, en général 2 minutes 30, et tu repars. Donc, c'est Mais là, tu intéressant. travailles tout. Tu vas travailler ta VMA ascensionnelle, tu vas travailler ton placement, tu vas travailler tes membres inférieurs. Ok. Et du coup, après, tu te retrouves sur un trail. Dès que tu as des côtes, ben voilà, le fait de les avoir travaillées, c'est comme tout. Tu vas avoir l'impression de voler. Deux Et fois. aussi les endurances fondamentales, les footings. Mhm. Et ça, souvent, il y en a qui ne le font pas assez. C'est s'exiger à D'accord. faire ces footings en forêt, en terrain vallonné, à 200, 300, 400 de dénivelé. Ok. Si tu fais à chaque fois ton footing sur terrain plat, forcément, tu arrives sur trail, les premières bosses, elles sont compliquées, quoi. Donc 2 fois 4 fois une 30. La descente, on l'a fait en trottinant. Est-ce qu'il y a des règles? Est-ce que... Ouais, non, récup, alors jamais en. Moi, je suis plus sur une récup active, donc en Ok. trottinant tout doucement, on fait baisser le cardio et on repart sur une autre répétition. Ça, c'est la formule, enfin la séance classique de côte, mais après, j'aime bien aussi utiliser le myocross. Ok. Donc, c'est travailler sur une pré-fatigue, on y revient, c'est un peu hybride avec la PPG. Oui. C'est-à-dire qu'avant de partir sur ta répétition en côte, tu fais l'exercice de la chaise contre un arbre, par exemple. D'accord. Donc ça, c'est 30 secondes de intéressant. chaise, Ok. et hop, tu pars sur ta côte. Mm. Qu'est-ce que tu travailles là? Tu travailles sur une pré-fatigue. On sait aussi que quand on fait l'exercice de la chaise, ben, on va chercher des capillaires un peu plus profonds D'accord. qui vont être sollicités pendant ta séance de côte et qui du coup, quand ils vont devoir se reconstruire, eh ben, tu vas te reconstruire avec des capillaires plus importants. Ok. Donc Mio, les reps là, si tu devais nous donner une séance, Bah, type, 30 secondes donc de chaise, mais combien de reps 30 au total? secondes de chaise par exemple, et puis derrière Une 8 minute. fois une minute en côte. 10 fois une minute en 8 côte. fois, 8 8 à 10 fois, ouais. Ok. Avec la descente, la descente toujours pareil, tranquille. Toujours tranquille la descente et ensuite tu refais ta chaise et tu Ok. repars. Ok. Alors ça c'est pour des séances de côte. Mais par contre, là où il ne faut pas négliger la préparation du trailer, c'est la descente. Ok. Et j'ai beaucoup d'athlètes qui me demandent, oh là là, est-ce qu'on pourrait pas progresser en descente? Ou alors, oh, à la fin de ma course, à la fin de mon 60 bornes, les descentes, je pouvais plus. Ben ouais, les descentes déjà par le biais de notre terrain de jeu ici, on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir faire des longues ascensions qui vont casser les Oui. fibres pour pouvoir les reconstruire plus fort. C'est tout ce qu'on appelle la phase excentrique, c'est celle qui fait le plus mal. Hein. Comme on s'est tous vus dans une descente après une longue course, depuis pouvoir marcher, avoir les quadriceps complètement meurtris. Et ben ça, comment on le travaille? Et ben en mettant de l'intensité dans les descentes. Moi j'ai une séance qui s'appelle le jerk que j'aime bien faire. C'est-à-dire que là, par contre, c'est l'inverse. On fait ses côtes plutôt au train, tranquille. Ok. Et par contre, la descente dans la récup, on va diminuer au fur et à mesure la récup. C'est-à-dire que tu pars sur une minute de récup au départ, 50 secondes, 40 secondes, t'enlèves 10 à chaque Ah fois, oui, 30 secondes. vache. Donc tu finis quasiment en sprint en descente. Tout en étant échauffé quand même, donc moins de risque de blessure. Moins de risque de blessure. Tu Progressif. casses tes fibres et du coup on sait que le corps, on en parlait, est hyper intelligent dans ça. Il va reconstruire les fibres musculaires, tu vas être plus fort. Et ben ça, faut le faire très souvent. Je donne souvent aussi des footings à mes athlètes à faire et je leur dis dans chaque descente que tu rencontres, à bloc dans la descente. Ok. Du coup, ben, c'est une façon un petit peu de compenser notre manque de dénivelé par ici et la PPG en phase excentrique. Bon, voilà, Donc c'est super, toutes ouais. les redescentes de banc, ça va être des squat jump en contrebas pour vraiment renforcer ces fibres. Donc là, on a quasiment, j'ai compté 4 séances clés. Normalement, si on applique ces séances-là, on est à peu près sûr de pouvoir te voir sur une course avant l'arrivée, c'est ça? Tu parles, tu parles. Non, mais c'est quand même sympa de nous partager ça. Quels sont les athlètes régionaux qui pourraient te battre là actuellement? Oh, c'est compliqué à dire. Les athlètes, ça serait prétentieux de donner des noms ou pas en donner. Non, non, il y en a tous une bonne bande de potes, on se tire la bourre sur les courses.
pas de noms comme ça qui me viennent, mais non, non, Ou des athlètes régionaux qui, selon toi, qui ont un bel avenir, je veux dire, qui sont du même niveau, peut-être ou sur d'autres types de disciplines, on va dire. Tu as des athlètes régionaux un petit peu. On qui a t'inspirent. Benjamin Clerget qui monte son marathon. Non, mais sinon, ouais. des athlètes locaux que j'apprécie, Thomas Yaria, D'accord. Antoine Guyot, qui, bah voilà, on voit qu'ils se donnent les moyens de progresser. Ils sont venus tard aussi au trail, Antoine par le biais du vélo, Thomas parce que c'était plus un routard au départ. Donc non, c'est des bons athlètes régionaux. Benoît, là, qu'on salue, Marcolini, qui lui est plus orienté sur le triathlon, mais qui aimait bien aussi inclure du trail dans sa préparation. Donc, non, non, au niveau régional, on a de quoi faire. Puis mes athlètes que je coach aussi, que je vois qui progressent, je pense par exemple à un Albino, un Willy, tous mes athlètes là, Jérémy, qui ont passé des caps et puis qui sont motivés. Chez les filles aussi, on a Laurence, on a Émilie. Donc voilà, elles se donnent les moyens, elles essayent de progresser, on voit des caps, elles le voient aussi et c'est intéressant. Ok, bah écoute, merci Matt. Moi j'ai passé un bon moment avec toi. Alors je sais pas, ça fait combien de temps, c'est pas affiché. Je vois qu'on a toujours autant de monde de connectés là, 35, 45 personnes. Merci à tous là de nous avoir posé des questions, de nous avoir suivis. Donc de toute façon, on pourra revoir le live et je vous invite d'ailleurs à le partager. On pourra le revoir sur notre page. Il sera également sur la page de Yutz parce qu'on a Matt qui fait un super boulot aussi sur le secteur de Yutz de Thionville que tu connais aussi Mathieu. Ouais. Donc merci à tous. Je pense qu'on refera des petits lives. N'hésitez pas à nous donner des idées. Ça peut être en running, ouais, peut-être tout qu'un à fait. Larois pourrait venir. Ou, Juste j'y pense vas-y. parce que Mm. c'est un sujet qu'on n'a pas abordé qui dure Vas-y. une minute, c'était tu sais, le pôle Oui, hygiène bucco-dentaire. Bah, vas-y, Il y en a c'est sinon parti. qui vont nous poser la question. Ah oui, mais justement, C'est- ça permet de voir s'ils suivent. Vas-y, Ouais, on c'est t'écoute. tout que c'est hyper important de vérifier un petit contrôle tous les 3 mois, et 6 mois maximum chez le dentiste. Et souvent d'y penser à ça quand vous avez le tendon rotulien qui passe pas, malgré le fait que vous mettiez de l'huile essentielle, de l'argile verte, que vous vous massiez, que bah souvent ça peut venir d'un petit foyer infectieux, une carie ou une infection à la D'accord. gencive qui du coup, ben voilà, notre corps quand on est debout, hop, tout dans le sang circule et le foyer infectieux vient se placer dans ton tendon ou même au niveau, ça peut descendre jusqu'au tendon d'Achille et souvent aller soigner une mauvaise carie ou une dent un peu qui vous fait mal, et ben ça T'as résout déjà beaucoup eu de problèmes. des complets Bah ouais, du franchement, coup, j'ai eu, concrets moi pour toi. personnellement, hein, Ah ouais j'avais voilà, une reprise de carie sous un ancien plombage qui datait de l'époque, C'est des et du bonbons, coup, bah, ça. j'avais ma. C'est des bonbons. Ouais, c'est ça. On l'a le péché mignon, tu vois. Ah, ouais, ah, celui-là. T'avais dit j'en ai d'autres. Ah, hein, ouais, tu l'as t'es balancé. venu, ouais. Il y en a qui le savent, hein, J'imagine. c'est mon péché mignon. Ouais. Mais ouais, donc du coup, mal au tendon rotulien, je savais pas d'où ça venait, une carie soignée, le dentiste a tout de suite vu, et allez, quasiment en 2-3 jours, Ah plus bon rien quoi. Et c'est vrai que, bah, là, j'invente rien non Ah plus, c'est reconnu comme des petites choses auxquelles il faut penser. Non, mais c'est bien. Ouais, nickel. merci en tout cas. Ouais, merci pour la petite touche finale. Et au moins, on a été complet, donc je suis content, je suis vraiment satisfait, c'est cool. Merci à toi, Matt. Salut à tous. Voilà, tout le Merci monde, à tous. Merci vraiment de nous avoir suivis et écoutés durant toutes ces longues minutes. C'était super intéressant. Donc voilà, je vous dis à bientôt. On va couper.